une interview de Valery Uvarov, chef de département auprès de l'Académie nationale de sécurité de Saint-Pétersbourg, dépendant du ministère de la Défense, sur l'existence d'une installation antédiluvienne tueuse de météorites, a attiré l'attention d'un très grand nombre de nos lecteurs. Nous avons bien tenté de contacter Uvarov pendant plusieurs mois pour lui demander des nouvelles de ses expéditions sur site en Sibérie mais sans succès. L'intéressé s'est exprimé depuis la fin de l'année 2004 et le début de l'année 2005 à travers de longues séries d'articles sur cette installation étrange, très ancienne et d'origine totalement mystérieuse. Suite aux demandes très nombreuses de lecteurs, nous avons décidé de faire le point et de vous résumer les dernières découvertes et informations collectées par Uvarov. Le crédit de l'information. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de créditer complètement la crédibilité du travail de ce chercheur très prolifique, qui s'intéresse aussi bien aux apparitions significatives d'OVNI dans son pays. Il a publié en juin dernier un article fascinant sur un contact très rapproché entre un OVNI intelligent et deux routiers sibériens, qu'au secteur de la forbidden archéologie, à ces artefacts et objets d'un très lointain passé qui ne cadre pas avec les théories de l'archéologie officielle. Le département qu'il dirige semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, le département des sciences, des techniques et de recherche sur les OVNIs. Un entretien avec l'intéressé et avec des personnes travaillant avec lui aurait pu nous fournir quelques traits saillants du personnage, les raisons réelles pour lesquelles les dernières expéditions ont été avortées, ce qui peut aider un tant soit peu à crédibiliser le récit qu'il nous délivre, même si nous aimons répéter qu'il n'existe pas de preuves en béton armé. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'affaire depuis le début, nous leur conseillons de prendre connaissance sur notre site de la traduction de l'entretien qu'Uvarov avait donné le 8 février 2003 à l'occasion du 12e Congrès international et Festival cinématographique sur les OVNI, de 12th International UFO Congress Convention and Film Festival, qui s'était tenu à Logan dans le Nevada. L'interviewé n'était autre que le rédacteur en chef du célèbre périodique anglais spécialisé UFO Magazine et cet entretien avait été retranscrit par la suite dans le magazine australien Nexus en juillet 2003. Cette lecture vous aidera à mieux appréhender le résumé maison des dernières recherches que Valery Uvarov avait présenté dans une série d'articles publiés ces derniers mois en anglais dans le magazine australien Nexus. Que s'est-il passé en 1908 ? Que s'est-il passé à Tunguska en juin 1908, et existe-t-il une gigantesque installation souterraine, dont la construction remonte peut-être à l'aube de l'humanité ? Ce sont les questions auxquelles Valery Uvarov a tenté de répondre. Pour y arriver, le scientifique a retrouvé un grand nombre de témoignages dans des archives, mais aussi en rencontrant les descendants des habitants de cette région sibérienne peuplée de Russes, mais aussi de clans de l'ethnie des Yakoutes. Le 30 juin 1908, à 7h15 locale, une terrible explosion survint, accompagnée de vives lueurs, un événement mémorable causé par la chute probable d'une météorite. Les arbres furent brûlés sur un rayon de 10 km, et déracinés par l'onde de choc sur 100 km. Le bruit de l'impact fut perçu jusqu'à 1500 km de distance. Un nuage lumineux s'étendit sur toute l'Europe, et il y eut une luminosité inhabituelle pendant environ 2 mois. Comme on n'a pas vraiment trouvé de débris, on pense que l'explosion de la météorite, ou plutôt d'un noyau comète eu lieu en altitude, entre 6 à 9 km. L'énergie dégagée aurait été équivalente à celle de 1000 fois Hiroshima. De cet incident, il ne serait resté qu'une multitude de petites sphères de métal et de silicate, que l'on a retrouvées éparpillées sur le sol de la région. Ceci pour la version officielle. Mais Uvarov, s'appuyant sur une multitude de récits, de témoignages mais également de légendes des peuples Adiakoutes, nous livre une histoire incroyable, et totalement vraisemblable. Selon l'enquêteur russe, la gigantesque météorite n'a pas percuté la Terre, car elle a été détruite en haute altitude, non par son entrée dans notre atmosphère, mais parce qu'elle a été interceptée par une technologie que nos scientifiques n'oseraient même pas rêver, une technologie générant de l'énergie électromagnétique, et produisant d'immenses boules de lumière, des boules de feu ou de plasma d'au moins 60 mètres de diamètre. Les récits des chamans et des anciens des clans Yakoutes de la région semblent avoir complètement intégré dans leur univers l'existence de cette technologie qui se serait manifestée non seulement en 1908 mais bien avant encore. Selon la tradition des ethnies locales, un siècle quasi jour pour jour avant la venue d'un événement majeur de l'amplitude de celui qui s'est manifesté en 1908, l'installation se réveille et effectue, comme une sorte d'entraînement en émettant des boules de feu de plus petite taille. En 1908, 2 mois avant la catastrophe, les chamans avaient averti les tribus de la région en leur demandant de quitter l'endroit, et de ne pas effectuer leur trajet migratoire habituel. De nombreux témoignages de l'époque évoquent le fait que tous les animaux avaient évacué les alentours de Tunguska, qui était devenu totalement désert, plus un oiseau, plus un mammifère,
Toute la faune s'était déplacée en laissant déserte une surface de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, nous affirme Uvarov. L'installation entre en activité. Mais pourquoi cette région est-elle si particulière? On ne peut que se laisser aller à des spéculations. Mais Uvarov souligne que des spécialistes d'une revue scientifique russe estimaient en 1984 que la Sibérie et plus particulièrement la zone de Tunguska s'avérait être une zone géomagnétique à part sur la planète. Elle était qualifiée d'anomalie magnétique de la Sibérie orientale. Une dizaine de jours avant l'événement, selon un grand nombre de témoignages, qui furent récoltés bien plus tard, en 1927, à l'occasion de la première enquête sur la catastrophe, la région fut le siège d'activités totalement étranges et inhabituelles. Pour Uvarov, l'installation était en début de phase d'activité. On enregistrait d'intenses perturbations électromagnétiques caractérisées par des sortes d'aurores boréales, par des nuages de couleur argentée, une luminescence étrange, des événements qui furent même perçus dans des pays européens limitrophes de la Russie. Le professeur Weber de l'université de Kiel en Allemagne prit note avec étonnement de ces phénomènes lumineux et électromagnétiques. Puis, une trentaine de minutes avant l'arrivée de la météorite, les événements s'accélérèrent. Des témoins qui vivaient dans des zones éloignées les unes des autres racontent le même genre d'événement. Un grand pilier de lumière sort du sol en émettant un bruit, une sorte de ronronnement très puissant mais surtout très effrayant. Tous les témoins s'accordent pour affirmer que l'atmosphère même suait la terreur. Il y eut à ce moment-là des tremblements de terre puis 3 ou 4 séries de 3 détonations très puissantes. À chacune des détonations, le pilier de lumière émettait une sphère lumineuse énorme. Un des témoins se souvient que l'énergie dégagée avait fait trembler la terre et brisé les vitres de la ferme où il vivait avec son grand-père, alors qu'ils étaient relativement éloignés du lieu d'où avait émergé ce pilier. La boule de feu émettait une lumière plus vive que le soleil, et semblait plus grosse que la lune. Un autre témoin situé dans une autre région, se souvient qu'il se trouvait à côté d'un lac. Il se rappelle avoir été envahi par un sentiment absolu de terreur, avant que quoi que ce soit ne se passe. L'eau du lac baissa au point que le lac se vida de son contenu, laissant apparaître le fond, constitué de 2 sortes de plaques séparées entre elles par un interstice dentelé. Les 2 plaques s'écartèrent pour laisser émerger à nouveau un de ces énormes piliers de lumière. Le témoin avait fui aussi loin que possible, ce qui n'avait pas empêché l'intéressé d'être brûlé au visage et aux oreilles, et ses vêtements de se consumer. Les légendes Yakoutes font état de récits totalement analogues, mais bien plus anciens que ceux de 1908. Ce qui impressionne le lecteur dans l'enquête d'Uvarov, est que tous les témoignages récoltés sont concordants, à une époque où les médias étaient inexistants, et l'isolement était tel que ces témoins ne pouvaient communiquer entre eux. Apocalypse à haute altitude. Au total, une série de 14 explosions seront entendues dans la région, et des sphères lumineuses furent aperçues par des témoins situés jusqu'à 1500 km de l'épicentre de la catastrophe. Il ne pouvait s'agir des météorites, car ces sphères semblaient commandées à distance, elles volaient à des vitesses variables, changeaient de trajectoire, ralentissaient puis se sont arrêtées pendant un moment avant de se propulser à des vitesses incroyables, probablement à la rencontre de l'ennemi, la météorite destructrice, dont l'impact aurait pu sans doute provoquer un cataclysme fatal pour notre planète. Selon Uvarov, ces sphères qu'il a baptisées Terminator, ont coordonné leur trajectoire entre elles avant d'entrer dans la phase d'action finale. Dans un rayon de 800 km, il y avait différents objets dans le ciel, poursuivant différentes trajectoires à partir de directions différentes parallèles à la surface de la Terre, parfois s'arrêtant, changeant de direction et de vitesse. En d'autres termes, ces objets manœuvraient, ce qui exclut totalement le fait que les objets aperçus soient des météorites ou des comètes. Des milliers d'observateurs n'ont pas pu se tromper ce matin-là. Ces objets se sont dirigés vers un certain point de reconnaissance à certains moments de leur vol, les sphères ajustèrent leur position en vue de la météorite qui arrivait puis, avec un vrombissement terrible, elles prirent leur essor à une vitesse extraordinaire pour rencontrer la météorite. Mystery of Siberia Valley, update par Donexu Magazine. Jean 2005. Pour Uvarov, qui se base sur une série de témoignages concordants, la météorite est littéralement été vaporisée par les Terminators à une altitude d'environ 10 km ou à tout le moins, l'objet dans le ciel donnait l'impression de fondre. À une cinquantaine de kilomètres de l'interception par les Terminators, et donc de l'explosion dans le ciel, les personnes témoins de la scène furent victimes d'un gigantesque dégagement de chaleur, leurs vêtements se consumèrent et une chaleur insupportable venant de l'altitude inonde à la taïga glacée. Le sol devint brûlant sur un rayon de 60 km. Sur un rayon de 600 km, l'intensité du flash de lumière surpassa la lumière du soleil.
Un instant avant le flash, des arbres furent déracinés, les sommets des collines furent soufflés, et les yourtes des nomades Yakoutes s'envolèrent, ce qui donne une idée de l'ampleur de l'énergie dégagée par l'interception du corps céleste par les Terminators. La météorite détruite en plusieurs phases, des victimes comme protégées. En fait, selon Uvarov, il n'y eut pas une seule explosion mais plusieurs, une explosion principale qui fit fondre la météorite, et la brisa en plusieurs morceaux, qui furent alors interceptés par plusieurs autres Terminators, qui étaient restés en vol stationnaire pendant la première explosion pour ensuite se précipiter sur les débris restants. Uvarov retient 3 sites distinctifs d'explosion par les Terminators, des zones séparées par une centaine de kilomètres de distance, Shishkov, site 1, Kuli, site 2, et enfin le cratère de Voronov, site 3. Les arbres ne furent pas abattus par un projectile, mais brûlés et projetés au sol par la puissance du souffle des explosions et du dégagement de lumière et de chaleur. Le noyau de la météorite aurait été vaporisé au-dessus du site 2 de Kuli, et un dernier fragment fut intercepté au-dessus du site 3, dont l'impact causa un gigantesque tremblement de terre, ainsi qu'un cratère de 20 mètres de profondeur. Certaines de ces explosions furent si puissantes que des victimes s'évanouirent et perdirent connaissance pendant plusieurs jours. Le soir après l'explosion, des témoins notèrent la présence d'autres boules de feu, que les scientifiques de l'époque interprétèrent comme étant d'autres météorites. Pour Uvarov, au vu de la façon dont ces boules de feu volaient, il devait s'agir de Terminators de réserve, des sphères secondaires de sécurité. Uvarov note également d'étranges variations dans les témoignages quant à la perception de l'intensité de l'interception de l'objet céleste, suivant le lieu où ces personnes se situaient. Très paradoxalement, dans certaines régions très proches du site de l'explosion céleste principale, les témoins ne notèrent pas la présence d'une détonation énorme, et ne ressentirent aucun tremblement de terre, alors que dans d'autres lieux situés à 600 km de l'interception, les maisons tremblèrent sur leurs fondations, des fenêtres volèrent en éclats, et les gens furent aveuglés par l'éclat de l'explosion. En d'autres termes, selon Uvarov, la vague principale de la déflagration a été compensée d'une manière ou d'une autre de telle façon à ce qu'un minimum de personnes ne souffrent de l'incident, même s'il est impossible de prouver qu'on pouvait éviter des victimes parmi les animaux, des milliers de rennes périrent, et les hommes. Tous les hommes n'avaient pas écouté les avertissements des chamans, leur enjoignant de quitter la région. Uvarov souligne qu'il existe des technologies permettant de compenser ou de limiter les dégâts générés par des forces explosives. Pour le chercheur russe, l'utilisation de technologies de compensation permettant de limiter certains types de dégâts ne fait aucun doute et laisse penser à l'implication de forces intelligentes qui ont dirigé tout ce qui est arrivé. Les conséquences étonnantes. Les conséquences de cet événement aux proportions cataclysmiques furent étonnantes. Bien entendu, une immense région boisée fut dévastée, mais la végétation et les cultures repoussèrent à une vitesse incroyable. La gigantesque décharge électromagnétique qui survint eut des effets profonds sur l'environnement, et des cultures, et Uvarov parle même de distorsion spatio-temporelle, ce qui semble assez logique lorsqu'il y a un tel dégagement d'énergie électromagnétique. Ces effets feraient partie de la technologie compensatoire des dégâts causés par l'explosion en elle-même. Les témoins de Tunguska mettent en lumière certains faits, que l'on retrouve fréquemment lors d'une apparition d'un ovni, dont la technologie est censée également dégager d'importants phénomènes électromagnétiques. Selon les informations collectées par Uvarov auprès des descendants directs des victimes de Tunguska, des animaux mais également des hommes, furent tout simplement délocalisés instantanément, et relocalisés à une certaine distance du lieu où ils se trouvaient. En d'autres termes, ils furent transférés au moment de la décharge électromagnétique. Comme si l'espace et le temps s'étaient pliés. Un autre phénomène étrange se produisit. N'oublions pas que nous sommes en plein mois de juin, et que le jour de l'événement, le ciel était bleu et limpide. Au moment de la catastrophe, des témoins virent le ciel s'ouvrir en deux, et purent voir la voûte céleste, les étoiles et le firmament, comme s'ils s'étaient retrouvés dans l'espace. Tout cela en plein jour. Leurs lieux d'origine assez éloignés les uns des autres laissent deviner l'existence d'une installation souterraine d'une taille colossale. Les technologies permettant de fabriquer des sphères de plasma télécommandées à distance ne font officiellement pas partie de notre arsenal aujourd'hui. Cependant, de très nombreux incidents laissent penser que l'on se livre depuis pas mal d'années, dans la partie occidentale de l'Australie, à des expériences militaires top secrets portant sur la production de ces boules de feu. De nombreux fermiers australiens parlent de ces boules de feu d'1 ou 2 mètres de diamètre maximum. Mais rien de comparable à ce qui s'est passé en Sibérie, il y a presque un siècle maintenant. Par conséquent, ces gigantesques boules de feu pilotées à distance, et aussi brillantes que la lumière dégagée par une soudure à l'arc, et l'émergence de ces piliers de lumière, ne peuvent pas avoir une origine humaine. L'histoire ne s'arrête pas en 1908. L'affaire de Tunguska n'est, selon Uvarov,
qu'un épisode de la vie de cette mystérieuse installation, qui bouleverse cette immense région du nord-est russe. En effet, il existe des témoignages, certes plus rares, et aussi les récits et légendes des peuples abyakoutes, qui décrivent des événements similaires, piliers de lumière, boules de feu, interception d'un objet céleste, dans des périodes bien antérieures à 1908. Mais il semble bien que la mystérieuse installation ait repris du service à plusieurs reprises ces dernières années. Le 26 février 1984, les passagers d'un bus qui circulait dans l'Est sibérien près de Mirny, observèrent au loin l'émergence d'un fin pilier de feu puis l'objet entama une série d'étranges métamorphoses géométriques. À ce moment, une météorite située à une altitude de 100 km, poursuivait exactement la même trajectoire que celle décrite en 1908. Des pêcheurs des environs virent s'élever dans les airs à partir des collines environnantes deux énormes sphères lumineuses, qui prirent graduellement de la vitesse, s'élevèrent ensuite verticalement, pour disparaître à toute allure derrière les nuages. Les nuages se mirent à luire d'une étrange lueur pendant un certain moment. Ensuite, sans pour autant toucher le sol, le bolide explosa en une pluie d'étincelles dans la région située au-dessus de la rivière Chulin, nous raconte Uvarov. Comme à Tunguska en 1908. Une expédition envoyée sur les lieux ne trouva aucun débris de la météorite, mis à part des fragments de minuscules sphérules de magnétite et de silicate. L'explosion ayant eu lieu à très haute altitude, les arbres ne furent pas touchés. Comme en 1908, la météorite, très certainement de plus petite taille, avait été vaporisée en altitude. Que se passe-t-il aujourd'hui? Ces dernières années, plusieurs expéditions furent planifiées, nous raconte Uvarov, pour se rendre sur le site, afin d'en savoir plus sur cette mystérieuse installation qui, de toute évidence doit être de taille colossale. En effet, selon les témoignages, des piliers lumineux surgissent du sol lors des phases d'alerte, lorsqu'une météorite est en approche, des piliers situés à des distances très lointaines les unes des autres. Rien apparemment n'affleure au sol, ce qui veut dire que l'installation est complètement souterraine. Un des témoignages, comme on l'a vu, évoque par exemple l'existence d'un de ces piliers au canon à plasma aux boules de feu de très grand volume, qui se trouve niché au fond d'un lac. Le lac se vide rapidement et deux immenses portes ou plaques dentelées, constituant le fond du lac, s'écartent l'une de l'autre pour laisser émerger le pilier. Tous ces lieux composant l'installation doivent être interconnectés les uns avec les autres, puisqu'ils réagissent en même temps à l'approche d'un danger. Cette installation doit comporter très certainement des centrales énergétiques, ou à tout le moins une technologie permettant de créer et de transporter d'énormes quantités d'énergie en différents lieux. Mais revenons aux tentatives d'expédition récentes. Les chercheurs de leur côté ont pris l'exode de la faune dans la région, comme un signal d'alarme certain, avant que l'installation n'entre en action. Des passages d'un livre de prophéties rédigé par les peuplades chamaniques locales, les prophéties Olonko, décrivent, paraît-il, des situations apocalyptiques, qui ont inquiété les chercheurs. Ils sont en même temps attirés sur les lieux, lorsque l'installation entre en activité, et craignent ce qui peut arriver, compte tenu des témoignages des victimes, et de leurs descendants ainsi que des légendes et prophéties locales. En septembre 2002, une expédition aurait ainsi été reportée. Un premier rapport des militaires américains annonça l'arrivée d'un corps cosmique, un satellite de défense US, confirma l'éruption d'une importante météorite dans la région de Bodebo dans la zone d'Irkutsk. Il s'agissait d'un objet brillant situé à une altitude de 62 km, et qui approchait de la Terre avec un angle de 32 degrés. L'observation fut interrompue par une massive explosion en altitude du corps céleste, une explosion équivalent à 200 tonnes de TNT. Des témoins de la région interrogés par la suite, relatèrent des événements au sol proches de ce que l'on aurait vu avant l'affaire Tunguska. Les animaux quittent la zone la veille de l'explosion. Une demi-heure avant l'événement, l'installation entre dans sa phase active, apparition des piliers et tir des fameux Terminators, ces larges boules de lumière qui ont disparu rapidement cette fois derrière les nuages, car la météo était assez mauvaise. Uvarov a rédigé dans le détail les témoignages d'un grand nombre de personnes, des hommes et des femmes de la région, paysans, chasseurs et militaires qui livrent tout un scénario similaire, boules de lumière parfois stationnaires, comme en reconnaissance ou très rapide, ou en accélération constante et enfin, une lueur très puissante qui passa derrière la couche nuageuse, et éclaira la taïga pendant un bref instant, indiquant que la météorite avait explosé. Uvarov affirme en outre que des événements que l'on peut interpréter, comme étant des Terminators en mouvement, furent détectés et signalés par les satellites US. Ces sphères de lumière seraient de nature électromagnétique, puisqu'une localité, celle de Mama située sur la trajectoire d'un Terminator, fut privée de courant au passage du phénomène. Et comme à Tunguska, la météorite fut détruite par plusieurs vagues de sphères lumineuses, qui interceptèrent les débris provoqués par la première explosion. Qui est derrière l'installation? Quant à savoir qui a bâti cette installation, quand et pourquoi,
Uvarov ne répond pas à cette question, sans doute la plus fascinante, dans cette série d'articles. Il promet une suite à ses recherches dans un prochain numéro de Nexus sans toutefois donner de date. On peut spéculer que les extraterrestres sur lesquels on a le plus d'informations textuelles, sont les fameux Anunnaki qui se seraient installés à Sumer il y a des milliers d'années. Leur installation ne se serait d'ailleurs pas limitée au bassin irakien, mais il aurait également colonisé l'Afrique du Sud et de l'Est, pour les mines. Alors pourquoi pas la Sibérie? Les textes sumériens nous parlent d'extraterrestres très interventionnistes qui, pour des raisons de pur opportunisme, et pas simplement humanistes, étaient capables de mettre au point, et d'installer de telles technologies. Nous sommes bien entendu très curieux de connaître le contenu des conclusions d'Uvarov sur l'identité des constructeurs de cette installation, tout comme nous aimerions vraiment savoir pourquoi des expéditions bien équipées n'ont pas été rapidement envoyées sur les lieux pour scanner les entrailles de la Terre sur base de premiers relevés par satellite. Ce sont des questions que nous brûlons de poser à Valery Uvarov, et nous vous promettons que nous tenterons encore de le contacter, mais sans nous faire trop d'illusions.